Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'est bien passé ce petit QCM. Je pense que je vais attendre quelques minutes encore pour voir s'il y a d'autres gens qui rejoignent et après on pourra commencer la correction ensemble. Bon, je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer et partager l'écran. Et c'est bon, vous voyez bien là? Ok. Alors, hop, première question. Donc, je pense que je vais lire on va lire les items et après on verra ensemble la correction. Donc, première question. Alors, deux stéréoisomères possèdent la même configuration moléculaire. Donc, donc ça, c'est faux. On vous dit que dans le cours, les deux molécules, certes, elles sont stéréoisomères, mais elles ont une configuration qui leur est propre. Donc, elles sont différentes toutes les deux, en fait. Ensuite, la B, deux molécules liées entre elles par une relation Donc, évidemment, si vous avez des questions, qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas ou quoi, vraiment, n'hésitez pas à, à poser vos questions ou quoi, à mettre votre micro si vous voulez. Et si jamais moi, j'arrive pas à répondre ou quoi, il y a les tuteurs qui ont fait les questions qui sont écrits sur le diapo, donc vous pouvez aussi poser les questions aux tuteurs. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur le Discord, le forum, etc. Enfin, vraiment, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas,
à le dire, à poser vos questions, etc. On est là pour y répondre. Donc voilà. Item B, deux molécules liées entre elles par une relation d'énantiomérie possèdent les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques. Donc là, attention, c'est faux. Ce qui est en trop, c'est optique. Elles n'ont pas les mêmes propriétés optiques, elles ont des propriétés optiques qui sont opposées. Ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est elles dévient la lumière pas du même côté. Donc l'item B, c'est faux. Ensuite, item C, un mélange équimolaire de deux énantiomères est appelé un mélange racémique sans activité optique. Donc ça, c'est vrai. Item D, les alcynes sont des hydrocarbures insaturés de structure linéaire. Ça, c'est vrai aussi. Et enfin, item E, une fonction non principale est identifiée par un suffixe dans le nom de la molécule. Donc ça, attention, c'est faux. C'est un préfixe. Donc préfixe, c'est en avant pour la fonction non principale. Donc pour la question 1, les réponses étaient C et D. Ensuite, question 2. Donc item A, l'hydrogène est la molécule référente en chimie. Donc ça, attention, c'est le carbone, hein, c'est en chimie, c'est tout ce qui est chaîne carbonée, etc. En général, on va vous parler principalement de carbone plutôt qu'hydrogène. Donc c'est faux. Item B, c'est l'ensemble des formes mésomères limites qui, à contribution égale, donnent la réalité. Donc ça, c'est faux aussi. Attention, ce ne sont pas des contributions égales qui vont former, qui donnent la réalité. Ensuite, item C, l'énergie de résonance correspond à la perte d'énergie occasionnée par la délocalisation des électrons sur une molécule. Donc ça, c'est vrai. Item D, le nombre mésomère limite est inversement proportionnel à la stabilité de la molécule. Donc ça, c'est faux. Plus la molécule elle est stable, plus on peut trouver de formes de mésomères. Et du coup, en soi, c'est proportionnel parce que si l'un augmente, l'autre augmente aussi. Quand on dit inversement proportionnel, ça veut dire que les deux n'augmentent pas, n'évoluent pas de la même façon. C'est-à-dire que si l'un augmente, l'autre diminue. Ici, c'est pas le cas. Et enfin, E, un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Ça, c'est vrai. Donc, pour la question 2, c'était C et E. On passe. Pareil, si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à me le dire. Donc, question 3. Les trois grands groupes de principes actifs sont les composés naturels, les composés synthétiques et les composés issus de biotechnologie. Donc ça, c'est vrai, c'est les trois grands groupes qu'on va vous citer dans le cours et qui sont à retenir. Ensuite, B, par rapport à l'hémisynthèse, la synthèse est peu rentable. Donc ça, c'est vrai aussi. On vous dit que l'hémisynthèse, ça va vous permettre d'économiser des étapes. Donc en soi, elle est plus rentable que la synthèse. La synthèse peptidique, selon le principe de Merrifield, est une synthèse en phase liquide. Donc c'est faux, c'est en phase solide. Donc attention de bien tout lire les petits détails dans chaque phrase. Et donc là, c'est vraiment le dernier mot qui change tout. Et donc, c'est pas liquide, mais c'est bien solide. D, les enzymes responsables de la résistance bactérienne aux pénicillines s'appellent les ampicillinases. Donc ça, c'est faux, c'est les pénicillinases. Ça, après, c'est... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pénicilline, c'est un mot qu'on revoit souvent. Donc là, c'est un peu pareil, c'est pénicillinase. Donc faites attention de ne pas confondre les mots entre eux, surtout que là, ampicillinase, ça n'existe pas. Et ensuite, E, la désacétylbacatine 3 a été découverte par Pierre Potier. Donc ça, c'est vrai. Et on vous dit de bien retenir chaque nom qu'on peut vous citer parce que ça peut tomber. Donc pour la question 3, c'était A, B et E. On passe à la question 4. Le rôle du solvant permet de réaliser la purification des produits synthétisés. Donc ça, c'est vrai. Et on vous dit que le solvant, il a aussi comme rôle de dissoudre les réactifs.
et d'extraire des composés solubles d'un mélange. Donc, important de bien retenir les rôles du solvant. B, les solvants en synthèse chimique sont volatiles et toxiques. Donc, ça, c'est vrai. C, l'acétone et le méthanol sont des solvants halogénés. Donc, ça, c'est faux. Ce sont des des solvants qui sont oxygénés. Et alors que donc, les halogénés, ce sont le chloroforme et le dichlorométhane. Donc, attention de ne pas confondre entre oxygéné et halogéné. D, l'étape d'élimination des solvants ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est faux. Attention, on vous dit que ça consomme justement beaucoup d'énergie. Et en plus, ça crée des polluants. Et enfin, E, l'utilisation de solvants en synthèse liquide permet de raccourcir le délai de mise sur le marché à 2 ans. Donc, attention, c'est la chimie combinatoire qui va permettre de raccourcir le délai et non pas l'utilisation de solvants en synthèse de liquide. Donc, pour la 4, c'était A et B. On passe à la suite. Donc, question 5. L'énergie mise en jeu lors d'une liaison ionique est de l'ordre de 100 à 200 kcal par mol. Donc ça, c'est vrai, c'est la valeur qu'on vous donne qui est à retenir. En général, quand on vous donne des nombres comme ça, il faut faire attention à la fois à la valeur, mais aussi aux unités. Parce que là, par exemple, on peut vous faire un piège sur, au lieu de mettre kilocalories, on vous met juste calories. Au lieu de mettre mol, on vous met grammes ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention dans ce genre d'item, à bien regarder les unités. C'est pareil que pour millimètres, centimètres, tout ça. Enfin, il y a pas mal de pièges autour de ça. B, la liaison hydrogène est plus forte que la liaison ionique. Donc ça, c'est faux, c'est l'inverse. C'est la liaison ionique qui sera plus forte que la liaison hydrogène. Retenez que la liaison hydrogène, hein, elle est faible hein, en général, et que du coup, la liaison ionique, forcément, oui, elle sera plus forte. Ensuite, c'est la liaison de la méthionine est forte. Donc, ça, c'est faux, c'est faible. Et la phénylalanine est un groupement électrodonneur. Donc, ça, c'est faux. On vous dit que c'est électroattracteur et que c'est le seul qui est électroattracteur. Donc, comme c'est le seul, c'est important de le retenir, je pense. Et comme ça, après, vous ne tomberez pas dans le piège, vous dites phénylalanine, c'est le seul électroattracteur. Donc, si un jour on vous en donne un autre, vous saurez que c'est faux, en fait. Et donc, on vous dit que tyrosine et tryptophane, eux, ils sont électrodonneurs. Et enfin, la E, le pKa de l'histidine est de 10,8. Donc, ça, c'est faux. L'histidine, c'est 6,1. 10,8, lui, ça correspond plutôt à la lysine. Donc, les pKa, il y en a certains qui sont à retenir aussi. Donc, il faut bien faire attention de ne pas les confondre ni les inverser. Donc là, pour la question 5, c'était uniquement la réponse A. Question 6. Lorsque l'activité de la molécule est définie sur la... Lorsque l'activité de la molécule est définie sur la cible, on obtient beaucoup d'informations sur la pharmacocinétique et peu sur l'activité intrinsèque. Donc là, on vous dit que c'est faux. Lorsque c'est défini sur la cible, on a beaucoup d'informations sur l'activité intrinsèque. Et pour avoir des informations sur les propriétés pharmacocinétiques, ce sera sur l'organisme entier. Donc, il faut bien faire attention de ne pas mélanger entre cible et corps entier. Quand c'est cible, c'est l'activité intrinsèque. Donc, forcément, activité intrinsèque, c'est ce qui est à l'intérieur. Et quand c'est une cible, c'est plutôt quelque chose de précis. Et donc, quand on parle de l'organisme entier, à ce moment-là, là, ce sera les propriétés pharmacocinétiques. Ensuite, B, les groupements CF3 et CH3 permettent d'augmenter l'hydrophobicité de la molécule. Donc ça, c'est vrai. C'est l'hydrophobicité et l'hypophilie. Donc, hydrophobicité, c'est que ça n'aime pas l'eau. Vu que c'est phobie, c'est ça n'aime pas l'eau. Et l'hypophilie, c'est que c'est plutôt attiré par tout ce qui est gras.
Donc, forcément, les deux, en fait, sont complémentaires. Si c'est hydrophobe, c'est que c'est lipophile. Et donc, ces deux groupements, ça permet l'hydrophobicité, enfin, d'augmenter l'hydrophobicité. Donc, la B est vraie. C, les modulations chimiques ne sont pas limitées. Donc, ça, c'est faux. Au contraire, elles sont limitées. Et dans la troisième étape de l'optimisation de la molécule active, on améliore notamment les propriétés pharmacocinétiques telles que l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Donc ça, c'est faux. En fait, le piège, il est sur adsorption et absorption. Il y a une question pour la D, c'est pas élimination à la place des excrétions. Il y a élimination aussi. Après, est-ce que enfin, dans tous les cas, l'item, il est faux. Après, est-ce que excrétion et élimination, c'est pas pareil? Je ne saurais pas dire si excrétion, ça rendrait l'item faux ou pas. Donc, ça, je sais pas trop. Je pense que c'est à discuter. Mais sinon, oui, en soi, quand on retient ADME, c'est élimination plutôt. Mais du coup, dans tous les cas, il y a adsorption et c'est pas adsorption, mais bien absorption. Enfin, il faut faire attention de ne pas confondre les deux. Et là, la différence, elle est vraiment minime, hein. C'est entre le D et le B. C'est pour ça que si on lit vite, on peut vite passer à côté. Donc, il faut vraiment faire très attention sur ça. Et ensuite, la E, l'ajout d'un atome d'hydrogène lors des modulations chimiques ne modifie aucune propriété physico-chimique. Donc là, on vous dit que c'est faux, hein. Si on ajoute un hydrogène, ça va modifier les propriétés physico-chimiques. Donc, la seule réponse vraie, c'était la réponse B. Ensuite, question 7. Du coup, Ruth, tu veux la faire ou pas? Je sais pas si toujours là. Bah oui, si tu veux. Je pensais qu'on devait venir pour nos QCM en fait, c'est pour ça. Du coup, tu es la seule à être venue, donc si tu veux le faire, vas-y. Bah allez. Bon bah du coup, je vais juste vous corriger les QCM pour petit bassin, c'était les trois questions qui suivent. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Du coup, item A, on retrouve sur l'os coxal de haut en bas la grande incisure sciatique, l'épine sciatique, la petite incisure et la tubérosité sciatique. Ça, c'est vrai. Bah voilà, c'est vraiment à savoir par cœur, c'est la base de l'os coxal. Enfin, pour retenir, du coup, c'était la grande, elle est en haut et la petite, elle est en bas. IMB, la ligne arquée rejoint le bord supérieur de la symphyse pubienne, c'est vrai. Voilà, pareil, vous voyez bien le schéma. Elle est située entre la partie antéro-supérieure du promontoire, donc la première pièce sacrée, et la partie supérieure de la symphyse pubienne. Voilà, ayez bien le schéma en tête toujours. Item C, le détroit supérieur est oblique en bas et en avant, avec un angle de 80 degrés par rapport à l'horizontale. C'est faux. Faites attention aux chiffres. Pareil, aux petits détails, c'est un angle de 60 degrés, pas 80 degrés, c'est vraiment du détail à savoir par cœur. Item D, le ligament sacrotubéral s'étend de S4, S5 du coccyx jusqu'à l'épine sciatique, c'est faux. Là, en fait, on parle plutôt du sacro-épineux. Le sacrotubéral, si vous vous souvenez, sur le schéma, c'était le vert foncé. Donc, il partait du sacrotubéral, donc de la partie latérale du sacrum, de la partie postérieure, inférieure de l'os coxal et du coccyx jusqu'à la tubérosité sciatique. Ça, c'est pareil, il faut le voir en fait pour l'apprendre. Et item E, le détroit inférieur, qui est le détroit d'engagement du fœtus, s'étend de l'apex du coccyx jusqu'à la partie inférieure de la symphyse pubienne. Alors, tout était vrai dans l'item, sauf que le détroit inférieur, en fait, c'est le détroit de dégagement du fœtus. Voilà, faites bien attention, soyez attentifs. En plus, quand on lit vite engagement, dégagement, on ne fait pas trop attention. Donc voilà, faites attention aux petits détails. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, si c'est pas clair. Du coup, c'était AB pour la question 7. Ensuite, question 8.
Item A, l'arc tendineux fascia-pelvien possède une insertion sur l'épine ischiatique. C'est vrai, pareil, si vous vous rappelez. Donc, il suit le ligament pubo-vésical, le fascia vaginal, puis ensuite, il part à droite, il rejoint l'épine ischiatique. Item B, le muscle pubo-coccygien est constitué de différents faisceaux, le pubo-vésical, le pubo-périnéal, le pubo-anal et le pubo-rétrorectal. C'est faux, c'est pas le pubo-vésical, vésical c'est la vessie, ça n'existe pas. En fait, on a le pubo-vaginal, le pubo-périnéal, pubo-anal et pubo-rétrorectal. Donc faites attention, vésical et vaginal, c'est pas pareil. Item C, le muscle transverse superficiel du périnée rejoint le centre tendineux du périnée. C'est vrai. Retenez qu'il y a 3 éléments qui s'insèrent sur le centre tendineux. On a le transverse superficiel et profond, le faisceau pubo-périnéal du muscle pubo-coccygien. Voilà, je crois qu'on avait eu un peu du mal avec le prof. Je crois que d'une année à une autre, il y avait eu des erreurs, mais nous, dans notre cours, là, c'était ça, du coup. Ensuite, item D, la glande vestibulaire majeure appartient au plan superficiel du périnée. Ça, c'est vrai. Apprenez bien. On avait fait une diapo qui était assez bien là dans le cours avec les éléments du plan profond, du plan superficiel. Apprenez par cœur. Et item E, le clitoris est formé d'un bulbe vestibulaire contrôlé par le muscle bulbon-spongieux et d'un corps caverneux contrôlé par le muscle ischio-caverneux. C'est vrai. Et je vous ai rajouté dans la correction, n'oubliez pas que les 2 muscles, ils sont présents vraiment sur tout le contour du corps caverneux et du bulbe vestibulaire. Sur le schéma, on ne voyait que 2 extrémités, mais le prof, en fait, il avait juste pas tout dessiné pour qu'on voit bien les muscles, etc. sur le schéma. Du coup, c'est bien présent, hémispérant, tout autour. Voilà. Du coup, c'était ACDE. Alors, question 9, là, c'était banco, ABCDE. Alors, item A, le muscle iliococcygien, ça sert sur l'arc tendineux du lévateur ami. C'est vrai, c'est facile à retenir. Iliococcygien, c'est sur l'atlas. Et le fascia pelvien, c'est sur l'ATFP, donc arc tendineux du fascia pelvien. Voilà, c'est facile à retenir, c'est dans le nom. Question B, le sphincter externe de l'urètre, composé du muscle urétrovaginal et du muscle compresseur de l'urètre, est dépendant de la volonté. C'est vrai, l'urétrovaginal, ça a un rôle dans la continence urinaire, et le compresseur de l'urètre, il renforce le muscle urétrovaginal. Question C, les 3 fascias du périnée de la surface à la profondeur du périnée, le fascia inférieur du diaphragme urogénital et le fascia supérieur du diaphragme urogénital, c'est vrai. Apprenez bien le tout dernier schéma de conclusion, il y avait plein de légendes, mais une fois que vous l'avez en tête, c'est bon. Voilà. Et faites attention aussi dans ce genre de questions, c'est quand on vous dit de la surface à la profondeur. Vérifiez bien qu'on n'a pas inversé justement l'ordre. Mais là, c'était bon du coup. Ensuite, item D, le muscle transverse profond du périnée est situé entre le fascia supérieur et le fascia inférieur du diaphragme urogénital. C'est encore sur le schéma de conclusion. Moi, je l'avais en tête. Il y avait les deux fascias en vert et au milieu, le muscle sur le tout dernier schéma. Et question E, le périnée est une structure située sous l'espace pelvien. C'est vrai. N'oubliez pas, du coup, de haut en bas, pareil, sur le dernier schéma, on avait bien détaillé. On avait la cavité péritonéale, l'espace pelvien, le périnée profond et le périnée superficiel. Voilà, du coup, j'ai fini avec... Ah non, je n'ai pas fini. Il reste une question. Alors, question 10. Le détroit moyen suit le bord inférieur du ligament sacro-épineux. C'est faux. C'est le bord supérieur du sacro-épineux. Voilà, c'est toujours le bord supérieur. De toute façon, pour chaque détroit, c'est le bord supérieur des ligaments. Item B. Le détroit inférieur suit la partie supérieure du ligament sacro-tubéral. Du coup, là, c'est vrai. Vous voyez, les détroits, ils suivent toujours le bord supérieur des ligaments. Item C, le foramen obturé est large et ovale chez la femme. C'est faux. C'est large et triangulaire chez la femme, étroit et ovale chez l'homme. J'avais mis un petit moyen mnémotechnique. Moi, je disais que c'était large chez la femme parce qu'elle accouche et étroit chez l'homme parce qu'il n'accouche pas. Et
Et du coup, c'était OH. Voilà, et ça, c'est le dimorphisme sexuel. Item D, le plan profond du périnée est composé du muscle transverse externe, du sphincter de l'urètre et de la fosse ischio-rectale. C'est vrai, pareil, apprenez bien le plan profond, le plan superficiel. Pour la D, ce n'est pas le transverse profond. Ah, oui, pardon. C'était une erreur de... Oui, c'est une erreur dans le sujet. Attendez, je revérifie ce qu'on avait mis sur notre diapo, mais c'est ça. Non, normalement, c'est ça, c'est transverse profond. Et item E, le centre tendineux du périnée est une structure située entre la filière urinaire et génitale. C'est faux, c'est entre la filière génitale et digestive. Voilà. Du coup, vous avez mis faux pour la D, forcément. Ouais. Alors, attendez, on va vérifier. Mais du coup, oui, vous avez raison, je crois. Alors, je revérifie. Parce que moi, j'avais mis quoi? Transverse externe. Du coup, ça ne veut rien dire. Non, bah du coup, c'est faux. L'item, il devient faux. Voilà. Je sais pas si on pourra le corriger, nous. Ouais, on va voir pour changer. Voilà. Voilà, du coup, c'est bon pour petit bassin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va, merci beaucoup d'être venu pour corriger. Du coup, on va continuer avec la question suivante. Donc, c'est question 11, item A. Le vagin n'est pas la voie d'exploration gynécologique par expérience. Normalement, c'est par excellence. Mais dans tous les cas, c'est faux. Hein. C'est justement c'est la voie d'exploration par excellence. En général, au niveau quand on passe un examen gynécologique, ça va passer par le vagin. Donc, c'est faux. Ensuite, item B, l'axe général du vagin croise en avant S3 et S4. Donc là, c'est faux aussi. Faut faire attention, S3 et S4, ils se situent en arrière du vagin. Donc forcément, ça va croiser en arrière, S3 et S4. Faut bien visualiser, hein, on a le vagin qui est en avant et le sacrum qui est en arrière. Donc forcément, ce sera en arrière. Ensuite, C, l'angle vaginal possède une angulation de 65 degrés en position debout. Donc, c'est faux. Il faut bien différencier l'angle vaginal que l'angle que fait le vagin avec l'horizontale. Donc, l'angle vaginal, c'est entre 135 et 145 degrés. Donc, c'est vraiment le vagin qui est un peu courbé sur lui-même, alors que l'angle du vagin avec l'horizontale, lui, c'est 65 degrés. Donc, il faut bien faire attention dans ce cours, retenir les angles, etc. C'est ce qui tombe en général. Et donc, bien faire attention de ne pas confondre les différents angles. Ensuite, D, le vagin est complètement aplati d'avant en arrière. Donc, ça, c'est faux. On vous dit qu'il est principalement aplati d'avant en arrière, mais en haut, donc l'extrémité supérieure, elle, c'est ce qui va s'enrouler, ce qui va être en contact avec le col de l'utérus. Donc forcément, ça ne va pas être aplati, mais ça va être plutôt circulaire. Donc il n'est pas entièrement aplati d'avant en arrière. Il faut bien faire attention. Et ensuite, E, le sillon vésical est situé près du col. Il correspond à la limite supérieure du rapport entre le fundus vésical et le fornix vaginal antérieur. Donc ça, c'est vrai. On vous parle il y a 3 sillons dans le vagin. Il faut bien faire attention de les différencier. Non, il n'y a pas 3 sillons, je crois, il y en a 2. Et de voir avec quoi ils sont en rapport. Parce que ça aussi, les rapports, on peut les inverser. Donc, pour cette question, c'était la réponse E. Question 12. La paroi latérale du vagin est séparée par le muscle pubovaginal dans son tiers supérieur. Donc ça, c'est faux, c'est le tiers inférieur. Le muscle pubovaginal, il va croiser le vagin dans son tiers inférieur. Donc ça aussi, c'est pareil.
il faut à la fois essayer de visualiser ou si c'est un peu difficile de visualiser, de retenir que c'est bien au niveau du tiers inférieur que ça va croiser. Ensuite, la région du vagin localisée autour de l'utérus se nomme le paracervix. La région du... Oula, c'est faux. Mes paramètres. Là, j'ai un doute. Vous avez mis faux, ça, ou pas? Parce que pour moi, paramètres, c'est ce qui entoure l'utérus. Euh, pour moi, ça, c'est vrai, parce que paracervix, c'est le col, donc c'est ce qui est autour c'est la partie du vagin qui est autour de l'utérus. Et le paramètre, c'est uniquement ce qui va entourer l'utérus. Donc pour moi, cet item, il est vrai. Ceux qui ont mis faux, c'est pourquoi? Enfin, ça, je vais voir. Mais ok, il y en a qui ont mis faux, il y en a qui ont mis vrai. Ok. Du coup, moi, je dirais vrai, mais je vais en parler, je vais voir, et après, on vous communiquera toutes les erreurs, les errata qu'il y a et les items qui changent. Donc vraiment, vous en faites pas. B, je vais voir et on vous dira si on laisse ça faux ou si c'est vrai. Ensuite, la C, quand le corps et le col de l'utérus basculent en arrière, on parle de rétroversion. Donc ça, c'est vrai. On a l'antéversion et la rétroversion. Anté, bah, c'est vers l'avant et rétro, c'est vers l'arrière. Donc ici, c'est rétroversion. Ensuite, D, le corps de l'utérus possède une base concave, aussi appelée fundus. Donc, on vous dit qu'elle est convexe. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre. Après, ici, c'est un peu difficile dans le sens où on ne vous dit pas elle est concave dans tel sens et convexe dans tel sens. Mais retenez qu'on vous dit juste elle est convexe. Donc, quand on vous dit fundus, ça sera convexe. Et ensuite, E, la cavité corporelle de l'utérus est triangulaire et virtuelle. Ça, c'est vrai. Faut bien faire attention de différencier le corps et le col. Le col, lui, c'est une cavité qui est réelle, mais le corps de l'utérus, c'est virtuel. Donc, ça veut dire que c'est une cavité qui est tout aplatie et qui peut exister quand il y a un fœtus, mais sinon, elle est virtuelle. Là, c'était C et E, et peut-être qu'on passera à la B vraie, ça c'est à voir. Question 13. Donc là, on est toujours sur l'appareil génital féminin. Dans la trompe utérine, l'infundibulum se situe entre l'isthme tubaire et l'ampoule. Donc ça, c'est faux. Il faut bien essayer de visualiser les différentes parties de la trompe. Et si vous arrivez à bien voir, vous voyez que l'infundibulum, c'est ce qui est juste avant l'ovaire. Donc c'est vraiment la petite fleur qui va entourer l'ovaire un peu. Donc c'est la dernière partie. Donc forcément, elle ne sera pas entre l'isthme tubaire et l'ampoule. Et l'ovaire est le seul organe véritablement intrapéritonéal. Donc ça, c'est vrai. Et c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir parce que cet item, il sort très, très souvent. Voilà, simplement vraiment retenir l'ovaire, c'est le seul qui est intrapéritonéal. Ensuite, c'est le ligament propre de l'ovaire, né de la corne utérine et se fixe au pôle inférieur de l'ovaire. Donc ça, c'est vrai. Il faut essayer de retenir que voilà, il va se fixer au pôle inférieur et pas au pôle supérieur. C'est un peu compliqué à visualiser, voilà, mais il faut essayer de le retenir.
Ensuite, D, l'ovaire possède deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Donc en soi, oui, l'ovaire, il a deux faces, mais par contre, c'est une face médiale et une face latérale. Donc ça aussi, il faut faire attention de ne pas confondre. Et enfin, E, chez la nullipare, l'ovaire répond à la fosse infra-ovarique. Donc ça, c'est faux. Chez la nullipare, il répond à la fosse ovarique. Et par contre, ce sera chez la multipare qui répondra à la fosse infra-ovarique. Donc ici, c'était B et C. Ensuite, question 14. Le ligament large est une formation péritonéale à double feuillet dans laquelle on ne retrouve que des nerfs et des vaisseaux. Donc là, il faut faire attention. Enfin, le début de la phrase, il est juste. Donc, c'est bien une formation péritonéale à double feuillet. Par contre, ce qui rend l'item faux, c'est le que, qui est du coup qui est restrictif. Et donc, il n'y a pas que des nerfs et des vaisseaux, il y a aussi des reliques embryonnaires dans le ligament large. Donc, ça rend l'item faux. Ensuite, donc, il faut faire attention en général aux items restrictifs comme ça, quand il y a des uniquement, des que, des toujours ou des jamais. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas la petite exception qui fasse que ça rende l'item faux ou qu'il manque pas quelque chose dans l'item ou quoi. Parce que des fois, voilà, ça peut rendre l'item faux en fait. Ensuite, B, le mésofuniculaire est situé à la jonction du mésosalpinx et de la face antérieure du mésovarium et contient le ligament rond. Donc ça, c'est faux. Il faut bien faire attention que c'est pas mésovarium, c'est mésomètre. Parce que mésovarium, c'est ce qui c'est ce qu'il y a autour de l'ovaire. Et ici, on est bien d'accord que le hein Oula, mésofuniculaire, le ligament rond, voilà, le ligament rond, il part pas de l'ovaire, il part de l'utérus. Donc, il faut pas que ce soit mésovarium, mais bien mésomètre. Mésomètre, c'est ce qui entoure l'utérus. Donc ici, l'item B, il est faux. Ensuite, c'est l'ovaire n'est pas recouvert par le ligament large. Ça, c'est vrai. Ensuite, D, les replis du ligament large permettent de définir 4 fossettes, la fosse paravisicale, la fosse prétubaire, la fosse ovarique de Cross et la fosse sous-ovarique de Claudius. Donc ça, attention, il y a 5 fossettes qui sont définies par le ligament large. Il manque le cul-de-sac de Douglas. Donc ça, voilà, c'est en soi, il faut vérifier que tout est juste, mais aussi qu'il en manque pas. Ici, il manquait une fossette, donc en soi, l'item est faux. Et ensuite, E, la fosse prétubaire est localisée entre l'ovaire et le ligament rond. Donc ça, c'est faux, c'est entre la trompe et le ligament rond. Pour essayer de retenir, dites-vous que prétubaire, tubaire, c'est ce qui représente la trompe. Donc forcément, la fosse prétubaire, elle sera à côté de la trompe et non pas à côté de l'ovaire. Donc pour la question 14, c'était la réponse C. On passe à la question 15. Donc là, c'est des maths. Donc on commence à voir tout ce qui est statistique. Donc, une étude épidémiologique est réalisée pour déterminer s'il existe une corrélation entre la taille d'un individu et la pointure des chaussures. Un échantillon de 4 personnes est pris au hasard et de façon indépendante. Nous disposons de ces données après l'étude. Donc, on a différentes tailles et différentes pointures. Les données de la taille et de la pointure suivent la loi normale. Donc, A, les conditions d'application ne sont pas respectées. Donc, ça, c'est faux. Dans ces questions, en général, les conditions, elles sont respectées parce que si elles ne sont pas respectées, tout le reste, vous ne pouvez pas vous en servir. Parce que, pour utiliser une loi, il faut que les conditions soient respectées. Donc, si on vous dit qu'elles ne sont pas respectées, les questions d'après, elles sont forcément fausses. Donc, c'est qu'en général, les conditions, elles sont respectées, quoi. Donc, ici, c'est bien au hasard, c'est indépendant et ça suit la loi normale. Ensuite, la moyenne de la taille est égale à 177,5 cm.
Donc, ça, c'est vrai. Donc, il y a le petit calcul qui vous montre que, enfin, de toute façon, une moyenne, en général, vous savez la calculer. Après, ça peut être un peu compliqué le jour de l'examen parce que vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Mais en général, dans l'énoncé, on vous donnera des nombres de sorte à ce que ce soit facile de calculer la moyenne, facile de faire les calculs, etc. Enfin, vous n'aurez pas des trucs impossibles à calculer de tête. Donc, normalement, ça devrait aller. Ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps que des QCM où il y a juste des phrases où il n'y a pas besoin de faire de calcul. Mais normalement, ce sont des calculs qui sont faisables sans calculatrice. Donc, vraiment, vous en faites pas pour ça. Ensuite, c'est la moyenne de la pointure est égale à 41,5. Donc, si on fait le calcul, on voit que ça fait 42,5. Alors, il y a un problème dans les calculs là, mais au total, ça fait, je pense qu'il manque un zéro, mais ça fait bien 42,5. Donc, en soi, c'est faux. Ensuite, D, le coefficient de corrélation est environ égal à 0,32. Donc ça, pour le calculer, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Après, enfin, sincèrement, le jour de l'examen, vous n'aurez pas forcément des calculs comme ça qui sont assez compliqués à faire. Ce sera plutôt comme je vous ai dit, des trucs que vous pourrez trouver de tête. Donc ici, c'était pas 0,32, mais c'était 0,25. Donc c'est faux. Et ensuite, E, avec un degré de liberté égal à 3 et un risque alpha égal à 0,05, on ne rejette pas H0. Donc ici, on vous dit que c'est vrai parce que comme le coefficient de corrélation, enfin la valeur absolue du coefficient de corrélation, il est inférieur à 0,878, donc c'est la valeur qui correspond au alpha, on ne rejette pas H0. Donc c'était B et E. Est-ce que vous avez réussi un peu à utiliser les tables, à répondre à ça ou pas? Ok, bon, ça va. Après, vraiment, c'est vrai que ça peut être compliqué de jongler entre les tableaux, revenir sur le QCM, etc. Mais avec de l'entraînement et tout, vous arriverez à le faire vraiment plus rapidement. Et, et, enfin, ça rentrera tout seul, vraiment, à force, vous en faites pas, avec de l'entraînement. Ensuite, question 16. Une étude épidémiologique a été réalisée au sein des hôpitaux de Marseille. Elle veut déterminer si la présence d'un signe clinique peut être en lien avec une maladie étudiée. Nous posons le signe clinique égal éruption vésiculeuse et la maladie, c'est la variole du singe. Et donc, les résultats de l'épidémiologie sont donnés dans le tableau suivant, avec si on a la variole du singe et si on a l'éruption et si on n'a pas, etc. Donc, on vous dit, la variable éruption vésiculeuse est une variable qualitative nominale. Donc ça, c'est vrai, qualitative, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la quantifier. Enfin, c'est pas comme, c'est pas un nombre ou quoi, donc on ne peut pas la quantifier. Et nominale, parce qu'on ne peut pas la hiérarchiser. C'est juste éruption vésiculeuse, enfin, il n'y a pas de plus ou de moins, enfin, ça ne se hiérarchise pas. Donc, c'est vrai. B, le test adéquat est un test de qui 2. Donc ça, c'est vrai aussi. Les effectifs théoriques sont tous égaux à 50. Donc ici, on vous met la formule pour avoir l'effectif théorique. Et donc, normalement, ça donne bien 50. D, le résultat de la statistique avec le test approprié est égal à 1,96. Donc là, on vous donne la formule avec le, le qui 2 et donc comment vous devez trouver le résultat. Donc, c'est vrai. Et ensuite, avec un risque alpha égal à 0,05, on rejette H0 pour accepter HA.
Donc ici, on vous dit que on trouve 1,96 et que c'est inférieur au qui 2. Du coup, on rejette pas H0 et on n'accepte pas HA. Enfin, on accepte H0 et on rejette HA. Donc, c'est l'inverse. Alors, pour la C, je t'avoue que moi et les maths, ça fait 2. Donc, je te conseille vraiment d'aller demander à Alexia. C'est celle qui a fait le QCM, c'est Alexia Mancy, c'est aussi notre VP LAS. Et elle saura vraiment plus te répondre parce que moi, c'est des trucs que j'ai pas vus depuis très longtemps, donc je saurais pas t'expliquer là maintenant. Désolée. Du coup, c'était A, B, C et D. Voilà, pour les questions sur les maths, n'hésitez pas à aller voir Alexia si vous avez du mal, parce que c'est elle qui a fait les QCM, donc elle saura mieux vous répondre que moi. Ensuite, question 17. Donc, concernant l'étude de la liaison entre deux variables qualitatives et quantitatives, indiquez là où les réponses exactes. L'étude de la liaison entre deux variables qualitatives et quantitatives ne suit pas obligatoirement la loi normale. Donc là, juste dans cet énoncé, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il manquait le pas. Est-ce que ça vous a porté préjudice ou pas? Enfin, est-ce que ça vous a un peu changé la compréhension de la phrase ou quoi? Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais en gros, ça ne suit pas obligatoirement la loi normale. Et du coup, c'est vrai, ça peut suivre aussi la loi de Student. Ok, ça va. Si ça vous a rien changé, enfin, on change rien, voilà. Mais voilà, de base, il manquait le pas dans la phrase. Et donc, on savait pas si ça allait vous perturber ou pas. Mais ça va. Donc, la A est vraie. La B, l'une des conditions d'application du cas de grands échantillons N1 et N2 supérieurs à 30 est que les variances doivent être égales. Donc ça, c'est faux. Les variances doivent être égales. C'est pour les petits échantillons, donc inférieurs à 30. Ensuite, c'est dans le cas de petits échantillons, on va utiliser la loi de Studian pour conclure sur la statistique du test. Donc ça, c'est vrai. Dans le cas de grands échantillons, si E est inférieur à N alpha, alors on conserve H0. Donc là, attention, c'est faux. Il faut que ce soit la valeur absolue de E et non pas simplement E. Il faut faire attention que ça peut changer parce que si E est inférieur, si E est inférieur à 0, on prend uniquement la valeur absolue. Donc voilà, c'est pour ça. Et ensuite, E, dans le cas de petits échantillons, si T est égal à 4,579 et que le degré de liberté est égal à 4, alors le degré de signification P sera supérieur à 0,02. Et donc là, on vous dit que c'est faux, ce sera inférieur à 0,02 et non pas supérieur. Donc là, il faut vous aider du tableau pour, pour réussir à trouver ça. Donc là, c'était A et C pour la 17. Ensuite, question 18. Donc là, on va passer à tout ce qui est les os du crâne et de la face. Donc A, tous les os du crâne appartiennent à la fois à la voûte et à la base du crâne, sauf l'ethmoïde et l'os pariétal. Donc ça, c'est vrai. Et c'est important de le retenir. Si vous arrivez à visualiser un peu comment sont disposés les os, etc., on voit bien que le pariétal, il appartient uniquement à la voûte et non pas à la base. Et que l'ethmoïde, lui, il appartient uniquement à la base et pas à la voûte. Donc, c'est vrai. Ensuite, B, on trouve 4 sutures crâniennes, la coronale, la frontale, la sagittale et la lambdoïde. Donc ça, c'est faux, il y en a 3.
De manière générale, quand on vous dit coronal, coronal, ça correspond à frontal. Donc, en fait, les deux sutures ici, ce sont les mêmes. Donc, il n'y en a que 3 de différentes et non pas 4. Ensuite, C, le méa acoustique externe se situe en arrière du processus mastoïde. Donc ça, c'est faux, c'est l'inverse. Le méa acoustique externe, il est en avant du processus mastoïde. Et l'étage moyen de la base du crâne est composé du sphénoïde, de l'ethmoïde et de l'os temporal. Donc ça, c'est faux. L'ethmoïde, il est à l'étage antérieur. Si vous arrivez un peu à visualiser, vous voyez que l'ethmoïde, il est un peu dans le creux du frontal. Et donc, c'est bien vraiment dans la partie antérieure, à l'étage antérieur. Alors que l'étage moyen, c'est sphénoïde, temporal, sphénoïde et temporal. Ensuite, les cornets nasaux moyens et inférieurs appartiennent à l'ethmoïde. Donc ça, c'est faux. C'est les cornets nasaux supérieurs et moyens qui font partie de l'ethmoïde. Et c'est le cornet nasal inférieur qui, lui, est un os propre, indépendant de l'ethmoïde. Donc, il faut bien faire attention à ça, de ne pas confondre. Ici, c'était réponse A. Ensuite, question 19. L'artère carotide externe passe par le canal carotidien situé au niveau de l'os temporal. Donc là, c'est faux. C'est l'artère carotide interne qui va passer par le canal carotidien. Donc voilà, là, il faut bien faire attention de ne pas confondre interne, externe et de bien regarder chaque mot qui compose l'item parce qu'il suffit d'un seul mot pour que ça rende vraiment l'item de juste à faux, en fait. Ensuite, B, le foramen magnum est traversé par la moelle allongée et les artères vertébrales. Donc ça, c'est vrai. C'est important de retenir pour chaque trou, foramen, etc., qu'est-ce qui va passer devant, quel nerf, quelle artère, quel vaisseau, etc., et dans quel os sont situés ces foramen. Parce que ça peut tomber. Donc, c'est bien de se faire un petit tableau ou un petit schéma ou quoi pour réussir à visualiser et bien retenir tout ça. Donc, ensuite, C, le nerf trijumeau traverse le méa acoustique interne. Donc ça, c'est faux. Donc le nerf 5, c'est aussi le trijumeau. Et on vous dit que ça traverse la fissure orbitaire supérieure. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il faut essayer de visualiser, de bien retenir qu'est-ce qui traverse quel trou, on va dire, dans les crânes. Ensuite, D, au niveau de l'étage moyen, l'artère ophtalmique traverse le canal optique de l'os sphénoïde. Donc ça, c'est vrai. Faites aussi attention de ne pas confondre ophtalmique et optique. On peut peut-être vous faire le piège sur ça. C'est deux artères qui sont différentes, artère ophtalmique et artère optique. Et donc ici, c'est bien l'artère ophtalmique qui va traverser le canal optique. Donc c'est pour ça que ça peut porter un peu à confusion, mais il faut bien faire attention de ne pas mélanger les deux. Ensuite, E, le nerf olfactif est le seul qui traverse l'étage antérieur à travers la lame crivée de l'ethmoïde. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, question 19, c'était B, D et E. Question 20. On compte ciseaux crâniens, frontal, pariétal, temporal, occipital, ethmoïde et sphénoïde. Donc, il faut faire attention. Certes, il y en a 6 différents, mais au total, il y en a 8. Parce qu'il y a le pariétal qui est 2 fois et le temporal qui est aussi 2 fois. Donc, au total, on a 8 os crâniens. Ensuite, B, pardon. Les 3 sutures crâniennes sont des articulations immobiles. Donc, ça, c'est vrai. De manière générale, votre crâne, les os de votre crâne, ils vont pas bouger entre eux. Donc, forcément, ce sont des articulations qui sont immobiles. C'est la fontanelle la plus antérieure et la fontanelle lambda. Donc, ça, c'est faux. Antérieure, c'est bregma. Pour retenir, moi, je me disais que c'était dans l'ordre alphabétique. Enfin, devant, on a bregma parce que ça commence par un B. Et en arrière, on a lambda.
commence par un L, et le L et après le B dans l'ordre alphabétique. Voilà, après, c'est moyen mémotechnique pour retenir un peu, mais voilà. D, la face latérale de l'os. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je vais essayer de continuer. D, la face latérale de l'os ethmoïde et la face irrégulière. Donc ça, c'est faux. C'est la face médiale. Dites-vous que l'os ethmoïde, c'est un peu, enfin, dans la face médiale, c'est là où on va avoir les cornets nasaux. Et donc, c'est ça qui font qu'elle est irrégulière. Donc, forcément, ce sera la face médiale qui sera irrégulière plutôt que... Et ensuite, E, la lame perpendiculaire de l'os à la constitution du septum nasal. Donc ça, c'est faux, il faut faire attention. La lame perpendiculaire, c'est l'os ethmoïde et non pas le sphénoïde. Donc, forcément, l'item est faux. Là, c'était réponse B. Question 21. Toujours sur les os du crâne. La suture coronale unit les deux os pariétaux en avant et l'os frontal en arrière. Donc ça, c'est faux. Faites attention, l'os frontal, il va être en avant et les deux os pariétaux, eux, ils vont être en arrière. Ensuite, B, le cornet nasal supérieur n'appartient pas à l'os ethmoïde. Donc ça, c'est faux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est le cornet nasal inférieur qui est un os à part entière, tandis que les supérieurs et inférieurs, eux, ils appartiennent à l'os ethmoïde. Ensuite, C, l'os ethmoïde appartient aux 3 étages de la base du crâne. Donc ça, c'est faux. C'est le sphénoïde qui appartient à tous les étages de la base du crâne. Et ensuite, D, l'os sphénoïde s'articule avec tous les os du crâne. Donc ça, c'est vrai. En fait, retenez que le sphénoïde, c'est celui qui est à la fois à la base à la voûte, qui s'articule avec tous les os et qui, du coup, est aussi à tous les 3 étages. En fait, le sphénoïde, c'est un peu le central qui est partout, quoi. Et ensuite, l'os pariétal est l'un des 2 seuls os à n'appartenir qu'à la voûte du crâne. Donc ça, c'est faux parce qu'on vous dit que l'os pariétal, c'est le seul qui n'appartient qu'à la voûte du crâne. Donc, c'est pas l'un des 2 seuls, c'est vraiment le seul qui appartient à la voûte du crâne. Donc, 21, c'était réponse D. Ensuite, 22. Donc, parmi ces différents os, lequel fait partie ou lesquels font partie de la mâchoire supérieure? Donc, ici, c'était le zygomatique, le palatin et l'os lacrymal qui appartenait à la mâchoire supérieure. L'os ethmoïde, non, parce que c'est un os du crâne. Donc forcément, ça ne peut pas être à la mâchoire. Et le cornet nasal supérieur non plus, parce qu'en soi, il fait partie de l'ethmoïde, ce n'est pas un os à part entière. Et donc, si ça avait été le cornet nasal inférieur, là, par contre, ça aurait été vrai. Donc, c'était A, B et E. Question 23. Donc là, on est sur le maxillaire. Concernant le maxillaire, indiquez là où les réponses exactes. Le maxillaire est un os mobile de la mâchoire supérieure. Donc ça, c'est faux, il est pas mobile. C'est la mandibule qui sera le seul os de la face mobile. Donc, faites bien attention sur ça. Ils sont, à part la mandibule, les os sont tous immobiles. Enfin, les os de la face sont immobiles. Ensuite, la face jugale est limitée en haut par le bord alvéolaire et l'incisure nasale médiale est en bas par le bord infraorbital. Donc ça, c'est faux, c'est l'inverse. Si vous arrivez à, enfin, si vous visualisez un peu les schémas ou quoi, vous verrez que en haut, c'est le bord infraorbitaire. Et ensuite, en bas, ce sera le bord alvéolaire et l'incisure nasale.
Après, le bord alvéolaire, c'est le bord qui va contenir les dents, donc forcément c'est en bas. Et le bord infraorbitaire, c'est le bord qui sera au niveau de l'œil, donc forcément c'est un peu plus haut. Il faut vraiment essayer de visualiser quand on vous met des en haut, en bas et des noms, etc. Ce sera plus facile pour vous de différencier si c'est vrai ou si c'est faux. Ensuite, c'est la crête lacrymale antérieure se situe sur la partie supérieure du processus frontal. Donc ça, c'est vrai. Et la crête concale s'articule avec le cornet nasal moyen. Donc ça, c'est faux, c'est la crête ethmoïdale. Il faut bien faire attention de ne pas confondre crête ethmoïdale et crête concale et de retenir laquelle s'articule avec quel os. Et ensuite, la crête concale s'articule avec le cornet nasal inférieur. Mais du coup, là, c'est vrai à ce moment-là. Donc pour la 23, c'était C et E. Question 24. L'ensemble des os du crâne va former un massif volumineux appelé le massif facial. Du coup, faut faire attention, c'est l'ensemble des os de la face qui forment le massif facial et l'ensemble des os du crâne qui forment le massif crânial. Les os de la face ne peuvent pas faire le massif crânial, forcément. Donc ça, c'est faux. Ensuite, B, le squelette de la mâchoire supérieure est composé de 13 os, dont 6 sont pairs. Donc ça, c'est vrai. Il faut bien retenir qu'il y en a un seul qui est impair. Ensuite, C, dans le massif facial, entre les deux mâchoires, il existe une cavité impaire, médiane et symétrique, la cavité nasale. Bon, là, c'est faux, forcément. Entre les deux mâchoires, c'est la cavité buccale et non pas la cavité nasale. D, la forme du massif facial osseux peut être assimilée à un rectangle avec 4 faces verticales, une face postérieure, 2 faces antérolatérales et une face supérieure. Donc ça, c'est faux. C'est un prisme triangulaire. Et dans le sens commun, vous voyez bien que votre face, elle n'a pas la tête d'un rectangle, donc bon. Et ensuite, ce rectangle comprend également une base supérieure et une base inférieure. Donc là, c'est encore faux, puisque c'est toujours pas un rectangle, mais bien un prisme triangulaire. Mais sinon, oui, il y a bien une base supérieure et une base inférieure. Donc pour la question 24, c'était B. Donc on passe à la question 25, qui est donc concernant la mandibule, indiquer là où les réponses exactes. Donc A, la mandibule est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Ça, c'est vrai, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est uniquement la mandibule qui est mobile et tout le reste, ce sont des os immobiles. Ensuite, B, la mandibule est un os impair, médian et symétrique. Ça, c'est vrai aussi. Impair, oui, parce il y a une seule mandibule. Médian, parce qu'il est plutôt au centre de la face. Et symétrique des deux côtés, l'os est à peu près identique, il est bien symétrique. Ensuite, c'est le bord supérieur de la mandibule présente deux saillies, le processus coronoïde en avant et le processus condylaire en arrière. Donc ça, c'est vrai aussi. Attention de ne pas inverser les deux processus, que le coronoïde, il est bien en avant et le condylaire, il est bien en arrière. Ensuite, D, dans le massif facial se trouvent 8 cavités. On a la cavité buccale, la cavité nasale, les cavités orbitaires, les fosses infratemporales et les fosses ptérygopalatines. En soi, l'item est vrai, mais dans le chapeau, on vous parle de la mandibule. Et donc ici, cet item, il ne parle pas de la mandibule. Donc, c'est ce qui rend l'item faux. Ça, il faut faire attention aussi. Si on vous parle dans le chapeau d'une certaine chose et qu'ensuite, dans les items, il y a un item, certes, qui est vrai, mais qui est sur toute autre chose, eh ben, il faut le considérer qu'il est faux. Parce que du coup, il ne respecte pas un peu la consigne du chapeau. Donc ici, c'est faux. Et ensuite, en vue supérieure, la mandibule a la forme de fer à cheval. Donc ça, c'est vrai. On le voit hein, sur les schémas que ça ressemble un peu à un fer à cheval. Donc ici, c'était A, B, C, E. Question 26. Donc là,
concernant les items suivants sur le CCNE, indiquez là où les réponses exactes. A. À l'époque gréco-romaine, il est question de faire appel à la sagacité d'un sage, c'est l'éthique des vertus. Donc ça, c'est vrai. L'époque, on vous dit que l'époque antique, c'est aussi l'époque gréco-romaine, donc oui, c'est vrai. Et l'éthique procédurale est liée à l'émergence des comités coopératifs d'éthique. Donc ça, c'est faux. Ce sont des comités consultatifs d'éthique et non pas des comités coopératifs. On peut bien faire attention sur les petits mots qui peuvent tout changer. Ensuite, c'est de nos jours se développent de nouveaux courants d'idées, comme celui de la collapsologie avec les catastrophistes. Donc ça, c'est vrai. Et les avis du CCNE sont pour la plupart du temps consultatifs. Ça, c'est faux. C'est pas la plupart du temps, mais c'est bien tout le temps. Ils sont tout le temps consultatifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à plusieurs personnes, plusieurs avis, etc. Et ça peut pas être un seul avis, ça peut pas être prescriptif. Et ensuite, le président du CCNE est quasiment systématiquement un chercheur médecin ou un chercheur en sciences du vivant. Donc ça, c'est faux, c'est l'inverse, hein, c'est plutôt très rarement. C'est très rarement un chercheur en sciences du vivant, mais ce sera plus souvent un médecin ou un chercheur médecin. Donc 26, c'était A et C. Question 27, toujours sur le CCNE. Si Hans Jonas a dessiné les contours du principe de précautionnisme, François Dagonier est lui un progressiste. Donc ça, c'est vrai. Dans les cours, on va vous donner pas mal de noms de personnes ainsi que leurs idées, leurs mouvements, etc. Il va falloir essayer de les retenir et de retenir chacun dans quel mouvement ils appartenaient, ce qu'ils ont créé, etc. Parce que ça peut tomber. Du coup, peut-être faites-vous des fiches avec les personnages, ou avec les personnes ou quoi. Mais voilà, c'est important d'essayer de retenir tout ça. Ensuite, B, concernant la FIV, René Friedman alerte sur le risque de l'eugénisme. Donc ça, c'est faux, c'est pas René Friedman, mais c'est Jacques Testard qui alerte sur le risque d'eugénisme. Ensuite, C, un déontologiste serait favorable à une procréation médicalement assistée pour indication sociétale afin de maximiser le bien-être collectif. Donc ça, c'est faux, c'est l'utilitarisme, la phrase un peu de l'utilitarisme, faire le plus de bien au plus grand nombre. Donc ici, c'est vraiment maximiser le bien-être collectif, c'est vraiment l'idée de l'utilitarisme. Donc c'est faux. Ensuite, D, la plupart des membres du CCNE sont désignés par le gouvernement. Donc ça, c'est vrai. Et enfin, un particulier peut tout à fait saisir le CCNE. Ça, c'est faux. Un particulier, il ne peut pas directement saisir, mais par contre, il peut passer par une institution pour pouvoir ensuite saisir le conseil. Donc là, c'était A et B. Question 28. Il existe 3 méthodes sur le plan historique afin de résoudre des problèmes moraux. Donc, on a éthique des vertus, éthique normative et éthique procédurale. Donc, ça, c'est vrai. Et on vous dit que ce sont 3 méthodes qu'il faut connaître. Ce sont importants de les connaître. Ensuite, B, la première grande réunion internationale a eu lieu en 1770, initiée par un chimiste Paul Berg. Donc ça, c'est faux, c'est pas 70, mais c'est 75. Pareil, il faut essayer de retenir les dates un peu des événements qui sont importants et de ne pas se faire piéger sur ça. Après, en général, on ne vous piégera pas sur un an près. C'est-à-dire qu'au lieu de vous mettre 75, on ne vous mettra pas 76, mais on vous mettra vraiment un truc qui change beaucoup, enfin de vraiment beaucoup d'années pour pas qu'il y ait de pièges un peu suspects. Et sinon, voilà, le reste, c'est juste. C'est la première demande de FIV en France a eu lieu en 1982. Donc ça, c'est vrai. Et au sein du CCNE, il faut un président de séance qui est désigné par une institution.
Donc ça, c'est faux. On vous dit que le président de séance, il est désigné par le président de la République. Par contre, les membres élus, eux, ils sont élus par les institutions. Donc, il faut bien faire attention de ne pas confondre les membres et le président de séance. Et ensuite, eux, les saisines sont traitées à huis clos. Ça, c'est vrai. Et on vous dit que c'est à huis clos. Donc, huis clos, c'est il n'y a pas de public. Comme ça, les personnes, elles se sentent à l'aise et elles peuvent exprimer sans avoir un public qui les juge autour ou quoi. Donc, c'est huis clos. Donc, la 28, c'était ACE. Question 29, toujours sur le CCNE. Donc, le déontologisme met l'accent sur la dignité de la personne, de toutes les personnes, porteuses ou non, d'une différence, d'un handicap. Donc, ça, c'est vrai. L'idée principale du déontologisme, c'est vraiment la dignité de la personne. Et l'utilitarisme, lui, ça va être faire le bien au plus grand nombre de personnes. B, les avis du CCNE ont pour trait caractéristique d'être toujours issus d'une délibération propre à l'avis du président de séance. Donc ça, c'est faux. En fait, vraiment, le but du CCNE, c'est d'être quelque chose de collectif avec l'avis de tout le monde et c'est pas du tout une seule personne qui va prendre la décision, qui va prendre la décision et qui va donner son avis. Donc, c'est pas le président qui le fait, mais c'est vraiment tous les membres. C'est une délibération collective. C, les saisines peuvent émaner d'une personne isolée. Donc ça aussi, pareil, c'est faux. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas une personne propre qui va le faire, mais c'est une institution qui va demander une saisine. Ensuite, D, Kant représente l'éthique utilitariste. Donc ça, c'est faux, pareil. Encore une fois, il faut essayer de retenir quelle personne a quelle idée. Ici, Kant, on insiste bien sur le fait il représente le déontologisme, c'est-à-dire la dignité, nos actions, etc. Et Bentham, lui, c'est vraiment l'éthique utilitariste, pardon. Et enfin, l'explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986 va entraîner une réflexion autour de la notion de risque potentiel. Donc ça, c'est vrai aussi, hein, forcément, avec la radioactivité, les décès, les effets secondaires, etc. Ça apporte à réfléchir. Donc ici, c'était A et E. Il y a une question. La E de la Ok, ça va. Tu allais plus vite que la lecture. Ok. Du coup, donc, question 30, là, on va parler de tout ce qui est éthique et génétique. Donc, la A, la génétique médicale est née au XVIIIe siècle avec la loi de Mendel. Donc, ça, c'est faux. C'est pas 18e, c'est 19e. Voilà, faut toujours faire attention aux petits détails, aux dates, etc. pour vérifier que c'est toujours juste. Ensuite, B, le nazisme est la combinaison de deux doctrines, le racisme et le ségrégationnisme. Donc ça, c'est faux, c'est le racisme et l'eugénisme, par contre. C, durant les 30 Glorieuses, de 1955 à 1985, il y a eu l'essor de la psychanalyse. Donc en soi, c'est vrai, mais attention à la parenthèse, les dates des 30 Glorieuses, c'est 45-75. Du coup, l'item est rendu faux. Ensuite, à partir des années 90, le CCNE utilise les principes éthiques dans la délibération collégiale. Donc ça, c'est vrai, les principes éthiques, c'est autonomie, justice, bienfaisance et non-malfaisance. Et enfin, le principe de bienséance est l'un des outils de résolution des dilemmes du CCNE, et donc c'est pas bienséance, mais c'est bienfaisance. Donc pareil, il faut bien faire attention aux mots qui se ressemblent, etc. Enfin, ça, c'est un peu dans toutes les matières. Il y a toujours des mots qui se ressemblent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de bien lire, de ne pas aller trop vite, de bien se concentrer pour voir s'il peut y avoir des petites fautes ou quoi. Donc ici, c'est faux.
La 30, c'était uniquement la réponse D. Ensuite, question 31. Donc, toujours sur l'éthique et la génétique. A, un patient n'a pas le droit de refuser un test génétique une fois engagé. Donc ça, c'est faux, hein. Il a le droit de changer d'avis. Ça, c'est un peu dans le bon sens général. On se dit que, enfin, on va pas forcer quelqu'un à aller jusqu'au bout des choses dans tout ce qui est traitement, soins, etc. En général, on a toujours le droit de finalement changer d'avis, de ne plus avoir envie, etc. Ça, c'est vraiment le patient qui a ses droits et on va pas forcer quelqu'un à faire des choses dont il n'a pas envie. Ensuite, B, un consentement rétrospectif tempère le manque de prise en compte de volonté d'un patient. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on vous dit dans le cours, donc ça à retenir. Ensuite, c'est le Conseil d'État, dans un rapport de 2018, a rendu un avis défavorable concernant les tests génétiques librement accessibles. Donc ça, c'est vrai. Il y a une petite question. Ok, donc sur la E, oui, il y a bienfaisance cette fois. Bienséance, oui. Donc cette fois-ci, bienséance, c'est faux aussi, je pense. Oui, je pense que du coup, ils ont mis bienséance, mais c'était une erreur, c'est bien bienfaisance. On va changer ça aussi. Du coup, pour la C, donc pour les tests génétiques, ils sont pas favorables à ça. Pourquoi? Parce que les tests, ils n'ont pas des résultats qui sont vraiment enfin, qui sont forcément à la réalité. Et du coup, ça peut un peu détourner, enfin, ça peut donner des faux espoirs aux gens, etc. Donc, ils sont pas pour. Enfin, c'est un avis défavorable, voilà. Ensuite, D, à l'époque, on donnait pour explication à des maladies génétiques des superstitions ou des explications religieuses. Donc ça, c'est vrai. Et enfin, la E, le principe de bienséance se décline en deux maximes pratiques, faire du bien et bien faire. Donc ça, mais dans le cours, il dit bienséance des fois ou c'est que bienfaisance à chaque fois? Je pense que j'irai regarder. Ok. Bon, ça, pareil, on va en discuter et on... Ok, si ça parle vraiment que de bienfaisance, on va en discuter et normalement, l'item, il passera faux. Mais du coup, oui, bah, faites toujours attention à bienséance et bienfaisance. Et même nous, des fois, en faisant les QCM, on se mélange et on fait pas forcément attention. Donc, comme quoi, nous-mêmes, on peut tomber dans le piège. Donc ici, ce serait BCD et non pas la E. Question 32. Donc là, on est toujours sur éthique et génétique. Le test néonatal du buvard consiste en un prélèvement d'une goutte de sang au niveau du pied afin de s'assurer que l'enfant ne possède pas certaines prédispositions à développer certaines maladies génétiques. Donc ça, c'est vrai. Ok. Mais du coup, je pense pas que principe de bienséance, enfin, ça existe. C'est vraiment bien principe de bienfaisance, même si c'est évoqué en soi. Donc, le test néonatal du buvard, oui, il est fait. C'est un peu pour c'est un traitement qui est en prévention de certaines maladies qu'on peut trouver dès la naissance et qui peuvent être traitées en fait dès la naissance. Donc, c'est important de faire ce test. Comme ça, si jamais il y a des maladies, enfin, si on trouve que le nouveau-né a des maladies, eh bien, on peut directement les traiter et il n'y aura pas de conséquences pour plus tard. Donc B, selon le CCNE, ce test, donc le test du buvard, doit être bénéfique à l'enfant et améliorer ses conditions de vie de façon significative. Donc ça, c'est vrai aussi. Il est bénéfique à l'enfant dans le sens où si on ne le fait pas et qu'au final l'enfant avait la maladie qu'on aurait pu trouver avec le test, eh bien, il va garder cette maladie à vie et enfin, ça va lui porter préjudice alors que c'était une maladie qu'il aurait pu éviter si on avait fait le test et qu'on l'aurait traité et si on l'avait traité dès le début. Donc en soi, oui, c'est vrai.
Après, c'est dans 3% des cas, la maladie d'Alzheimer n'a pas une origine génétique. Donc là, c'est faux, c'est l'inverse. C'est dans 3% des cas, elle a une origine génétique. Donc dans la plupart des cas, la maladie d'Alzheimer, c'est pas génétique, mais c'est quelque chose qui arrive sans forcément l'intervention des gènes, en fait. Et ensuite, D, il y a un traitement pour la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est faux. Il n'existe pas encore de traitement. C'est toujours en cours de recherche. Et E, un dépistage de phénylcétonurie est pertinent. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi c'est pertinent? C'est dans le sens où même si on n'a pas de traitement, on a quand même une réponse préventive par une alimentation spécifique. Donc c'est quand même mieux. Enfin, même si on ne guérit pas, on améliore un peu la maladie. Donc ça peut quand même être bien. Donc c'est pertinent. Donc là, c'était A, B et E. Question 33, toujours sur éthique et génétique. En faisant un test de dépistage, si l'on apprend que l'on est porteur d'une mutation qui peut être héréditaire, nous sommes dans l'obligation d'en informer notre famille. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a une maladie cardiaque qui est héréditaire, en fait, on est dans l'obligation d'en parler à notre famille, même si on a des problèmes qu'on ne veut pas en parler ou quoi. Parce que ben, les personnes de la famille en fait, peuvent être également concernées par cette maladie et elles ont le droit de savoir pour pouvoir être traitées elles aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'obligation d'en parler. Ensuite, B, la loi bioéthique date de 2010. Donc ça, c'est faux. Bioéthique, c'est 2021. Donc pareil, faire toujours attention aux lois, aux dates, etc. C'est les gènes ne sont pas immuables. Donc ça, c'est faux, ils sont immuables. Une petite question. Euh, Immuable. Attends 2 secondes. Je suis pas sûre de la définition de immuable. Immuable, c'est qui ne change pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est des gènes qui ne changent pas. Ouais. C'est vrai qu'avec l'épigénétique, ça peut changer, mais je pense que dans le cours, on vous dit qu'ils sont bien immuables et que ça prend pas en compte ça. Dans le sens où, certes, ça peut un peu changer mais ça changera pas la totalité de tes gènes ou quoi. Ça change une minorité. Donc C, c'est faux, c'est bien immuable. Ensuite, D, dans certains cas, on peut demander à bénéficier d'un diagnostic préimplantatoire. Donc ça, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que on va faire certains tests pour voir si il y a il y a des prédispositions ou quoi. Donc dans certains cas, on peut le demander s'il y a beaucoup de cancers, s'il y a beaucoup de maladies génétiques dans la famille ou quoi. Et enfin, E, pour Hippocrate, la bienséance repose sur 4 critères: diagnostic, pronostic, thérapeutique et prévention. Donc ici, c'est 3 critères. Prévention, ça y était pas. C'est quelque chose de plus récent, la prévention. Avant, c'était vraiment diagnostic, pronostic et thérapeutique. Donc ça rend l'item faux. Donc pour la 33, c'était A et D. Donc 34, c'est donc concernant l'éthique et le handicap, indiquer là où les réponses fausses. Donc là, c'est un peu le QCM qui peut prendre la tête, parce que déjà, il faut réussir à voir qu'il y a écrit sur le chapeau qu'il faut indiquer les réponses fausses. Et puis comme c'est une façon de fonctionner qui est un peu, enfin, c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, ça peut être un peu compliqué. Du coup, si jamais vous rencontrez ça dans d'autres entraînements ou le jour de l'examen, vraiment n'hésitez pas à prendre le temps de bien réfléchir, de vous poser la question de est-ce que ça, il faut le cocher ou pas, etc. En soi, à l'examen, en LAS, j'ai pas entendu que ça y était.
En passe, j'en ai jamais vu non plus. Par contre, j'en ai vu, donc moi j'ai fait passe et j'en ai eu dans ma mineure. Du coup, ça peut vous aider pour vous, vos majeurs, dans vos, je ne sais pas si vous avez des QCM ou quoi dans vos majeurs, mais de justement vous entraîner à bien regarder les chapeaux. Et en soi, des cocher les réponses fausses, il n'y en a pas, mais il peut y avoir des pièges de chapeau par contre, du style, mais comme tout à l'heure on a eu avec concernant la mandibule et un item qui n'est pas du tout sur la mandibule. Donc c'est pour ça que en soi, cocher les réponses fausses, ça, c'est plus probable que ça y soit pas, mais ça vous entraîne quand même à, si jamais un jour ça tombe, ou ça vous entraîne aussi à bien lire les chapeaux, à bien faire attention qu'il n'y ait pas un petit piège sur ça. Voilà. Donc, item A, la notion de hasard arrive très tôt au cours de l'histoire concernant le handicap. Donc ça, c'est faux. Le hasard, ça arrive tard. Et donc, comme c'est faux, il faut le cocher. Ensuite, B, l'étendue de la souffrance psychique n'est pas proportionnelle à l'étendue de l'handicap. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tout petit handicap, mais par contre, avoir une souffrance psychique qui est assez grande. Donc c'est pour ça que le handicap n'est pas proportionnel à la souffrance psychique qu'on peut avoir. Donc c'est vrai. Et donc comme c'est vrai, il ne faut pas le cocher. Ensuite, c'est la perception commune du handicap est stéréotypée. Donc ça, c'est vrai aussi. Et donc, comme c'est vrai, il ne faut pas le cocher. Ensuite, D, la société, lorsqu'elle va alléger un poids aux handicapés, dispose d'une certaine maîtrise sur la condition du handicap. Donc ça, c'est vrai aussi. Et comme c'est vrai, pareil, on ne le coche pas. Et enfin, jusqu'aux années 1950, le handicap était une propriété intrinsèque de la personne. Et donc ça, c'est faux. On vous dit que c'est pas dans les années 1950, mais vraiment jusque dans les années 1980, donc beaucoup plus tard que 1950. Et donc comme c'est faux, c'est à cocher. Donc ici, les réponses qui étaient à cocher, c'était A et E. Ensuite, question 35. Donc concernant l'éthique et le handicap, cette fois-ci, c'est les réponses exactes. Donc pour Edgel, il faut canaliser notre volonté vers les choses qui dépendent de nous et rester indifférent face à ce qui ne dépend pas de nous. Donc ça, c'est faux. C'est pas Edgel qui pense ça, mais c'est Épictète. Donc toujours pareil, hein, retenir les personnes et leurs idées, leurs mouvements, etc. En fait, c'est un peu comme en français quand vous apprenez les auteurs, les œuvres qu'ils ont écrites, etc. Ou en philo aussi, du coup. Ben, là, c'est voilà, c'est pareil. Ensuite, B, la quantité de personnes handicapées est assez limitée dans notre société. Cependant, elle tend à croître. Donc ça, dans le cours, le prof, il ne parle pas d'augmentation, mais il considère qu'il y a quand même une quantité considérable d'handicapés. Donc en soi, l'item, il est faux. Ensuite, c'est, selon un sondage, peu de personnes ressentent de la peur, de l'angoisse face aux personnes handicapées, tout comme la gêne. Donc ça, c'est faux. On vous dit que selon les sondages, il n'y a que 4% qui ressentent de la peur. Donc en soi, c'est assez peu. Par contre, il y a quand même 26% qui ressentent de la gêne, donc c'est quand même beaucoup. Donc en soi, tout comme la gêne, à la fin de l'item, ça rend l'item faux. Donc c'est faux. D, une forme de concrétisation du principe de la bienfaisance et d'organiser des journées avec des personnes handicapées. Donc ça, c'est vrai, et on vous dit que ça permet de dynamiser la temporalité des personnes handicapées pour que leur vie ait un sens. Donc c'est vraiment faire le bien à ces personnes. Et enfin, E, l'intégration des personnes avec un handicap dans le milieu éducatif doit se faire au cas par cas, au risque de ne pas respecter le principe de non-malfaisance. Donc ça, c'est vrai aussi. Donc pour la question 35, c'était D et E. Question 36, toujours sur l'éthique et le handicap. Il fut un temps où les personnes handicapées étaient perçues comme punies pour des actes commis dans une vie antérieure. Donc ça, c'est vrai. Après, bon, voilà, c'était les croyances qu'il y avait
dans l'ancien temps. Aujourd'hui, ça a quand même évolué, on n'a plus cette croyance. Ensuite, B, la société a un rôle à jouer dans l'amplitude du handicap. Ça, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que si on est dans une société où le handicap est vraiment très mal vu, mis de côté, etc., ça va forcément augmenter le handicap de la personne. Alors que si elle est dans une société qui fait en sorte d'inclure le handicap, etc., là, ce sera beaucoup plus facile pour les personnes handicapées. Et donc, forcément, ça influence aussi sur le niveau de handicap. C'est la guerre des yeux. C'est le fait que toutes sortes de regards s'échangent autour d'une personne en fauteuil roulant ou en situation de handicap. Donc ça, c'est vrai, c'est ce qui est vraiment dit dans le cours, donc c'est à retenir. D, la classification de Wood comporte une dimension lésionnelle, une dimension fonctionnelle, une dimension sociale et une dimension psychologique. Donc ça, c'est faux. Il y a la dimension psychologique qui a été rajoutée. Donc, il faut bien faire attention, pareil, de vraiment tout lire jusqu'à la fin. Il n'y a pas de dimension psychologique pour la classification de Wood. Et enfin, le philosophe Épictète a conçu la doctrine sophiste. Donc ça, c'est faux. Il a conçu la doctrine stoïcienne. Et cette doctrine, ça consiste à dire que notre être ne se résume pas à ce que nous sommes physiquement. Il y a bien plus que notre corps pour ça. Donc là, c'était A, B et C. Question 37. Toujours sur l'éthique et le handicap. Item A, le regard d'autrui est une composante importante dans la souffrance liée au handicap. Donc ça, c'est vrai. Enfin, c'est comme un peu avec la société, forcément, le regard qu'on peut porter sur une personne en handicap, ça peut changer un peu sa souffrance liée au handicap. C'est-à-dire que si on va tous la regarder avec de la pitié, etc., forcément, ce sera plus dur à vivre pour ces personnes-là. Ensuite, B, selon Hegel, il ne faut pas considérer la souffrance comme intrinsèquement mauvaise. Donc ça, c'est vrai. Donc, il pense que les malheurs de la vie, ils sont pas forcément des drames. Il faut en fait s'y relativiser un peu et se dire que ce qui est mauvais, ça l'est pas forcément. Il y a forcément plus derrière, en fait. Ensuite, C, d'après la loi de 2005, les équipes de soins ne sont pas obligées de prendre en compte ce que veut la personne handicapée. Donc ça, c'est faux. On est obligé de prendre en compte ce qu'elle veut. C'est pas parce qu'elle est en situation de handicap que on va plus écouter ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, etc. En fait, c'est un patient comme un autre. Tout comme on respecte la volonté des patients, ici, on respectera la volonté de la personne handicapée. Ensuite, D, la compassion est toujours appréciée par les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est faux. C'est pas la compassion, mais le respect qui est apprécié. C'est de manière générale, on va préférer ressentir du respect qui provient des personnes plutôt de la compassion. Et ensuite, il est important que la société apporte des ressources supplémentaires et soit non pas forcément égalitaire, mais équitable. Donc ça, c'est vrai. C'est texto du cours. Donc c'était réponse A, B et E. Question 38. Allez, courage, c'est bientôt fini. On arrive vers la fin là. Donc, A, le dilemme éthique est également appelé cas de conscience ou conflit de devoir. Donc ça, c'est vrai. Le dilemme éthique, cas de conscience ou conflit de devoir, et on vous dit que c'est la science du malaise. B, en tant que non, l'éthique est différente de la morale. Donc ça, c'est vrai. Faut bien faire attention que éthique et morale, ça n'a pas le même sens. Ensuite, c'est le soignant apparaît dans le contexte de la société sous deux aspects. Ça, c'est vrai aussi. On dit que le soignant, c'est un acteur professionnel, mais c'est aussi un citoyen. Ensuite, D, les principes formalisent les valeurs. Ça, c'est à bien retenir que c'est à partir des valeurs, on va pouvoir obtenir des principes et que du coup, les principes formalisent les valeurs. Et enfin, E,
Les principes éthiques sont transculturels et valables quel que soit le référentiel, le continent. Ça, en fait, c'est un peu, c'est justement le principe d'un principe éthique, c'est qu'il est valable n'importe où on est. C'est quelque chose qui est universel. Du coup, est-ce que ça répond à ta question, ce que j'ai dit ou pas? C'est-à-dire que c'est transculturel dans le sens où un principe éthique, il va s'appliquer quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit sur Terre où tu es, quel que soit le... c'est quelque chose d'universel et qui concerne tout le monde, qui s'applique pour tout le monde. Ok, c'est bon. Donc ici, c'était Banco, A, B, C, D et E. Ensuite, question 39. Un dilemme éthique est une situation frustrante dans laquelle il faut choisir entre ses obligations sociales qui se contredisent. Donc ici, attention, c'est pas obligation sociale, mais obligation morale. Donc c'est vraiment pas la même chose et du coup, ça change un peu. Enfin, un dilemme éthique, voilà, c'est des obligations morales. Ensuite, B, selon le principe de bienfaisance, il ne faut pas infliger un mal inutile au patient. Donc ça, c'est faux ici, c'est la définition du principe de non-malfaisance. C'est un peu, enfin, non-malfaisance, c'est ne pas faire du mal. Alors que bienfaisance, c'est au contraire faire du bien. Et ensuite, c'est il y a une transgression du principe de bienfaisance durant la pandémie de Covid-19. Donc attention, c'est pas la transgression de la bienfaisance, mais c'est la transgression de la non-malfaisance, c'est-à-dire ne pas faire de mal inutilement. Ensuite, D, le principe de justice permet une égalité d'accès aux soins de qualité pour tous. Donc ça, c'est vrai, la justice, en fait, c'est un peu, voilà, c'est ça, c'est l'égalité entre tous, on a tous accès à la même chose, c'est le principe de justice. Et enfin, E, concernant le principe d'autonomie, le malade attend du médecin qu'on le laisse parler. Ça, c'est vrai aussi. Principe d'autonomie, c'est-à-dire que le patient, il va pouvoir poser toutes les questions qu'il veut, demander tous les renseignements. Et c'est grâce à tout ça qu'il va pouvoir prendre la décision ou non de faire un acte, enfin de subir un acte médical ou quelque chose comme ça. Du coup, l'autonomie du patient, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc ici, c'était D et E. En soi, ça peut être possible. Après, si le prof, il n'en parle pas dans le cours, il faut retenir uniquement principe de non-malfaisance. C'est-à-dire que si dans son exemple, le prof, il a parlé uniquement de ça, il faut considérer que ce soit ça. Et s'il n'a pas parlé de principe, enfin, de bienfaisance qui n'a pas été respectée à ce moment-là, il ne faut pas le compter non plus. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué, mais en fait, c'est vraiment les professeurs qui ont la parole suprême un peu. C'est-à-dire que ceux qui le disent, s'ils l'ont dit, c'est que c'est vrai, et s'ils l'ont pas dit, il faut pas le compter comme vrai, ou je sais pas si c'est clair ou pas, mais enfin, vraiment, c'est ce que disent les profs, il faut l'appliquer au QCM. Ok, alors si vous en avez parlé sur ça, ça peut être juste. Je regarderai le diaporama, le cours, etc. Et on verra si on considère que c'est juste ou pas. Mais ok, si le prof en parle et qu'il dit qu'en effet, le principe de bienfaisance, il n'a pas été respecté aussi, alors oui, ça, c'est considéré comme juste. Et enfin, la dernière question, question 40. Item A, afin de respecter le principe de bienfaisance, il faut s'adapter à chaque patient et chaque situation. Donc ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que pour bien faire, on ne peut pas appliquer un protocole, par exemple, à toutes les situations et à tous les patients. Enfin, forcément, il faut s'adapter parce que chaque situation et chaque patient sera différent. Ensuite, B, l'annonce de la maladie d'Alzheimer
est une transgression au principe de non-malfaisance en raison de l'absence de traitement pour cette maladie. Donc ça, c'est faux. Le prof, il vous dira que c'est pas complètement une atteinte au principe de non-malfaisance. Donc, c'est pas forcément une transgression, même si on va un peu faire de mal à la personne en lui annonçant cette maladie. Bah, il y a quand même des arguments en faveur qui sont pour qu'on lui annonce cette maladie, en fait. Ensuite, c'est les fœtus disposent des mêmes droits que les nouveau-nés. Donc ça, c'est faux. Ils ont les mêmes droits, sauf pour le droit à la vie. Le fœtus, lui, il n'a pas le droit à la vie, contrairement au nouveau-né. D, le sens de kairos est une des caractéristiques de la sagacité. Donc ça, c'est vrai. Le sens du kairos, pardon, c'est c'est attendre le bon moment pour en parler, en fait. Que ce soit la bonne situation, qu'il y ait une petite perche qui soit tendue, etc., pour parler d'un sujet qui peut être un peu difficile. Et voilà, c'est vraiment attendre le bon moment. Et enfin, E, dans le principe de bienfaisance, le CCNE ordonne de réduire l'écart entre les bien portants et les malades. Donc, en soi, cette phrase, elle s'applique au principe de justice et non pas au principe de bienfaisance, donc c'est faux. Ici, c'était A et D. Voilà, donc on a fini pour la correction. On a un petit lien qu'il faut que je copie-colle et que je vous envoie sur la conversation. C'est un peu un questionnaire de satisfaction pour savoir pour avoir un peu votre avis sur cet examen, cette pré-rentrée, etc. Et puis surtout, si jamais vous voyez que vous n'avez pas oui. Si vous avez pardon. Si vous avez l'impression de ne pas forcément avoir tout retenu, de ne pas forcément avoir réussi tout ce qu'il y avait dans les questions, etc., d'être tombé dans les pièges ou quoi, franchement, ne vous inquiétez pas, enfin, c'est que le début. C'est la première fois que vous voyez les cours, c'est la première fois que vous entendez parler de QCM, que vous rencontrez un peu le principe de c'est quoi un QCM, c'est quoi des pièges, c'est quoi répondre, etc. Enfin, n'ayez pas de crainte, c'est pas grave si vous n'avez pas forcément réussi, c'est pas grave si vous n'avez pas forcément retenu. Vous avez vraiment le temps pour assimiler les informations, assimiler comment faire comment retenir, comment répondre au QCM, comment voir les pièges, comment comprendre ce qu'on vous demande, etc. Donc voilà, vraiment, n'ayez pas peur, ne soyez pas apeurés par la quantité de choses qu'on vous a montrées pendant ces 2 semaines. N'ayez pas peur des QCM qui peuvent parfois paraître durs, etc. Enfin, vraiment, c'est possible. Vous avez le temps. Et si vous travaillez régulièrement, etc., ça sera possible pour vous, vraiment. Alors, il faut que j'arrive à trouver comment coller le lien. Hop, si vous avez des questions, des remarques ou quoi, n'hésitez pas à le faire aussi. On est là pour y répondre ou quoi. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la réunion. Donc voilà, merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir tenu parce que c'était quand même long, 40 questions à corriger. Et voilà, si vous avez des remarques ou quoi, n'hésitez pas à les poser ou on vous mettra la correction aussi sur le forum. Si vous voulez faire des remarques sous le post ou quoi, n'hésitez pas. Et il y aura aussi le classement qui sortira avec les notes. Pareil, ne prenez pas forcément en compte ni le classement ni les notes. Enfin, c'est vraiment la pré-rentrée. C'est pas du tout significatif de ce que vous pourrez donner le jour de l'examen. Donc voilà. Concentrez-vous sur tout ce qu'on vous a donné, sur tout ce que vous avez pu voir un peu. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour la suite. Est-ce que la note du QCM prendra compte du coefficient de chaque matière? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. En fait, je pense que le coefficient, c'est plus pour savoir combien de questions sur cette matière il y a dans les 40 questions. Et je suis pas sûre qu'il y ait une note pour chaque matière avec un coefficient.
Je ne sais pas si c'est compréhensif, mais moi, de ce qui me semble, c'est qu'il y a vraiment une seule note sur 20. Et cette note, c'est en fonction des 40 questions. Donc en soi, c'est le nombre de questions sur chaque matière qui est fait en fonction du coefficient de la matière. Voilà. En tout cas, bonne journée à vous. Bon courage pour la suite. Et voilà, si vous avez des questions, des doutes ou quoi, n'hésitez pas à en parler, à poser vos questions, que ce soit ici, sur nos réseaux, sur Instagram, le Discord, le forum, etc. On essaiera d'y répondre dès que possible.